Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne From Common to Legend. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un match de Classic Constructed, Verdance contre Dorinthea. J'ai choisi ce match car j'ai beaucoup entendu dans les derniers tournois des gens qui découvrent Dorinthea. Beaucoup de gens ont commencé récemment le jeu, donc entre MST et maintenant. Et pour cette population, Dorinthea c'est un héros vieux, qu'ils n'ont pas beaucoup vu, voire pas vu du tout. Et il y a des choses que les joueurs de l'époque ont appris, qu'on se doit d'apprendre pour pouvoir affronter ce héros. Donc on va essayer d'explorer ça. Il y a plusieurs flavors de Dorinthea. Aujourd'hui, c'est Dorinthea Dawnblade qu'on va découvrir. Et il y a vraiment des points très précis à retenir de cette vidéo et de comment affronter Dorinthea Dawnblade. Pour les Dorinthea Hatchet, les Dorinthea Fatigue, ça ce sera peut-être pour une autre fois. Euh, on va vraiment rester très surfacique sur cette partie, parce que je ne suis pas expert de Dorinthea. Mais si besoin, je vous envoie vers le streamer Josh Lowe de The Card Guys, qui joue que guerrier, qui a eu de très très bons résultats. Et il y a des vidéos de coaching sur Dorinthea et sur plein d'autres guerriers qui sont très intéressantes si vous voulez explorer plus en avant cette classe. Voilà. Donc on va aller regarder ça et on va commencer par regarder ce que fait Dorinthea et ses cartes signatures. Alors Dorinthea, c'est un guerrier avec un texte qui dit une fois par tour, quand vous touchez avec une attaque d'arme, excusez-moi, vous pouvez attaquer une fois additionnelle avec cette arme. Donc ça vous autorise à attaquer une deuxième fois avec votre épée quand vous avez touché une première fois. Néanmoins, ça ne donne pas Go Again. Donc il va falloir donner Go Again à l'attaque pour pouvoir profiter de ce texte. On va combiner ça du coup avec l'arme signature de Dorinthea qui est Dawnblade, qui attaque pour 3 pour une ressource et qui dit que la deuxième fois où elle touche chaque tour, elle gagne un compteur +1. Et c'est ce compteur, il va rester, c'est vraiment un compteur. Donc vous commencez le tour d'après avec une arme qui tape à 4 de base. Et puis si vous continuez d'ajouter des compteurs, ça peut monter à 5, 6, 7, enfin, ça peut devenir une dinguerie. À la fin du tour de Dorinthea, si la Dawnblade n'a pas touché ce tour-ci, alors on enlève tous les compteurs. Donc l'objectif, ça va être de mettre des compteurs sur ça, d'arriver à toucher une première fois pour pouvoir rattaquer avec l'arme, lui donner Go Again d'une manière ou d'une autre, et retoucher une deuxième fois, avoir des compteurs et essayer de snowball là-dessus. Voilà cet avantage de l'emmener sur plusieurs tours, et peut-être même qui sont incrémentales en mettant d'autres compteurs. Forcément, on voit tout de suite que attaquer pour 4, c'est bien plus difficile pour l'adversaire de bloquer naturellement que quand elle est à 3. Donc c'est le plan principal de Dory, du coup attaquer avec son arme, essayer de mettre des compteurs dessus. Bon, avant la carte signature, je vais parler quand même de la mécanique qui est un peu signature de Dorinthea Dawnblade. C'est la mécanique Reprise que vous voyez là sur la carte Singing Steel Blade. Cette mécanique, elle dit que si le héros adverse a défendu avec une carte de sa main sur la Chain Link, alors il y a un effet. Il y a plusieurs cartes chez Dorinthea qui disent par exemple si l'adversaire a bloqué, du coup je donne Go Again à mon arme et je pioche une carte. Alors s'il a bloqué, je peux donner +3, etc., etc. Par contre, cet effet ne peut pas du tout être activé si l'adversaire n'a pas bloqué avec une carte de sa main. Donc on ne compte pas les équipements, on ne compte pas les cartes de l'arsenal. Et donc toute la difficulté de l'adversaire, ça va être de savoir quand bloquer. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Une des cartes signatures de Dorinthea est une carte qui s'appelle Singing Steel Blade, qui est sa spécialisation, qui va donner pour un coup de pitch un +1 à une arme, et qui a l'effet Reprise. Donc si l'adversaire a bloqué, alors vous pouvez aller chercher une attaque reaction card, la bannir et la jouer ce tour-ci. Donc pour un de pitch, on va souvent faire +1 à notre arme, donc passer souvent sur un breakpoint, etc. et aller chercher une autre carte qui potentiellement va pouvoir donner +3 gratuitement
ou go again, je pioche une carte, etc. etc. Donc à avoir en tête, ça coûte 1 de pitch. Donc si Dorinthea attaque avec Dawnblade en pitchant une bleue par exemple, il a déjà sa deuxième ressource pour cette deuxième attaque de Dawnblade et une ressource flottante pour son Stinging Steelblade. Il va falloir commencer à compter le petit plus 1 qui change les maths, donc au lieu de plus 3, compter plus 4, au lieu de plus 6, compter plus 7. Voilà. C'est ce qui est bien embêtant pour l'adversaire. La dernière carte que je voulais mettre en avant, c'est Iron Song Determination, qui est une action pour 0 qui va donner Dominate à l'arme et plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus dur de bloquer une Deadblade qui va venir à 4, donc déjà en breakpoint, et qui a Dominate. Donc il va falloir être solide sur ses appuis, et il y a de fortes chances qu'on doive lâcher toute notre main sur les deux attaques et espérer qu'elle ne touche pas deux fois, voire même de l'équipement. Et sinon, ça assure quasiment un counter sur la Dawnblade. Voilà. Donc, le plan de jeu, on essaye d'attaquer une fois que la Dawnblade, de toucher pour pouvoir avoir le droit de retaper avec. On donne go again d'une manière ou d'une autre. Et on joue en attaque-réaction. Allez, on passe du côté Verdance. Donc Verdance, c'est un héros Earth, un wizard Earth, qui a un texte qui dit que quand elle la décompose suffisamment, c'est-à-dire 8 cartes Earth dans sa baniche, alors à chaque fois qu'elle va gagner un point de vie, elle va pouvoir proposer un dégât d'arcane à une cible. C'est important, hein, la cible, parce que ça peut être un allié de Gravybone, ça peut être un allié de Kassai, enfin voilà, ou alors juste la tête de l'adversaire. Dans ce match-là, Verdance, elle va prendre la position défensive, qu'elle a quand même dans pas mal de matchs. Le but de Verdance, ça va être d'empêcher la Dawnblade d'avoir des compteurs. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1. Et de réagir au mieux aux attaques-réactions de l'adversaire pour pas prendre l'eau au niveau PV, mais surtout que la Dawnblade ne devienne pas incontrôlable. Hein. Vraiment 3 c'est contrôlable, 4 c'est déjà compliqué, 5 c'est fini, on peut remballer. Donc là-dessus, Verdance, elle va se baser sur tout son panel de défense-réaction disponible. Donc on a Shelter, bien sûr, on a les Sing Below, et on a encore mieux le Rootbound Carapace qui va nous permettre en défense-réaction de décomposer et donc d'avancer notre plan de jeu. En plus de ça, on a des attaques qui vont disrupt, donc les attaques Earth, qui sont bien connues, les Felling of the Crown, qui vont demander à Dorinthea d'enlever une carte de sa main, enfin de la mettre sous son deck, et donc d'avoir une carte de moins disponible en attaque, ce qui est très très important. Et le Plowender qui va pouvoir enlever l'arsenal de notre adversaire, et ce qui va lui faire aussi une carte en moins. Moins il y a de cartes dans la main de Dorinthea, mieux on se porte. Quand on a potentiellement une carte qui va pitcher pour les attaques de Dawnblade, une carte qui va leur donner Go Again, ça laisse entre 1 et 3 cartes pour des attaques-réactions. Voilà. Quand Dorinthea a 5 cartes, si ça s'aligne, vous allez beau mettre votre équipement et vos blocs, même toute votre main en bloc, il y a de fortes chances qu'ils finissent avec un compteur sur la Dawnblade. Donc on veut limiter le nombre de cartes dans la main de Dorinthea, et on veut proposer des dégâts tout au long de la partie, se descendre tranquillement l'un et l'autre vers la zone des moins de 10 PV, où on pourra nous tuer à un moment avec nos bots et des spells d'arcane. Voilà le plan de jeu, très défensif, on renvoie que de la disrupt, on envoie un peu de dégâts d'arcane par-ci par-là, on essaye de rester à parité niveau PV, et on finit en fin de partie avec des gros spells d'arcane pendant le tour de la Dorinthea. Voilà pour les cartes clés, je vous propose de passer directement au match. Allez, c'est parti. J'ai oublié de filmer le sideboard, mais ce n'est pas grave, on est dans quelque chose de très classique côté Verdance, donc on rentre nos défenses réactions et on joue un plan très mid-range comme expliqué lors de l'intro. On est premier joueur, on ouvre un spell d'arcane. On va envoyer notre spell d'arcane tranquillement. On voit que notre adversaire est sur AB2.
Donc il a des moyens quand même de limiter nos dégâts d'arcane. Néanmoins ça lui coûtera une bleue, une carte, hein, comme on le disait tout à l'heure. Notre but c'est qu'il ait rarement 5 cartes disponibles pour son tour, et si possible que 3 cartes. On va arsenal ce shelter. Donc là c'est génial, hein, shelter, les défenses réactions, c'est un peu notre assurance vie. Pour rappel, on veut vraiment pas que la Dawnblade ait de compteur. Donc notre adversaire commence par donner une carte qui dit que si Dawnblade joue une carte qui donne plus 3 à Dawnblade, et que si Dawnblade touche, alors elle aura go again. Donc là nos maths, hein, c'est pas 6 qu'on doit bloquer, hein, c'est potentiellement 9 voire 12, hein, et notre adversaire a 2 cartes en main. Néanmoins, s'il veut rattaquer, il va devoir pitcher. Hein, on se rappelle, Dawnblade doit toucher 2 fois pour avoir le compteur dans le tour, donc elle doit attaquer 2 fois. Donc là, si elle touche, elle a go again, donc notre adversaire pourra rattaquer, mais ça lui coûte un pitch. Donc là, il a que une carte potentiellement en attaque-réaction. Donc il faut bloquer. Si on bloque 6 ici, on accepte d'utiliser notre défense-réaction. C'est sûr et certain. Et que si jamais notre adversaire utilise une deuxième défense-réaction par-dessus, attaque-réaction, pardon, et il ne pourra pas rattaquer avec Dawnblade, et donc on aura terminé le tour. Donc là on utilise notre défense-réaction, on bloque, la Dawnblade ne touche pas, elle n'a pas go again, fin du tour adverse. On renvoie un petit failing, mais au moins on commence à décomposer, et surtout on enlève une carte de la main de Dorothea, ce qui est très important. Lors du tour d'avant, il y avait un monde où on n'utilisait pas notre défense-réaction pour forcer notre adversaire à rattaquer avec Dawnblade, et donc à utiliser sa carte. Et je pense que c'était mieux, parce que ça lui prenait une carte. On prenait des dégâts, certes, mais on enlevait une carte à Dorothea, et ça fait partie de notre plan, qu'il ait moins de cartes. On veut trade des PV contre des cartes, il n'y a pas de problème. Hein. Notre plan, c'est pas de gagner 40-0, hein, c'est d'être à 10 ou 8-8 et de gagner au spell. Là, notre adversaire donne plus 6 à la Dawnblade, et elle a go again avec Uncheated, si je sais bien le dire, parce qu'elle a le double de sa puissance de base. Donc là, on a un 9 go again. Si on compte un plus 3 dans la main, faut bloquer 12. Hein. Soit on bloque 12, soit on bloque pas, quoi. Donc là, je décide de pas bloquer, parce que si on bloque 12, on laisse toute notre main. Notre adversaire nous rattaque et nous passe 3 dégâts, arsenal une carte, et nous on n'a rien fait. Donc j'accepte de prendre les 9 et lui dire rattaque-moi, je vais bloquer. Donc là il faut surtout pas, par contre, une fois qu'il rattaque, hein, faut pas bloquer que 3, hein, parce que si c'est une attaque réaction, ça fait 6, et il touche, il met un compteur. Donc là il faut absolument bloquer 6, voire même potentiellement 7 si c'est Singing Steelblade qu'il a en main. Donc là je pense que c'est un mauvais bloc, parce que si la Singing Steelblade, là on fait l'avion intersidéral. Donc là il fallait sûrement bloquer 9. Donner 3 cartes et jouer notre Ring of Roses et passer. On n'est pas puni parce qu'il n'avait pas ça, donc on sait que c'est pas un Singing Steelblade là, qui met plus 1 et qui va chercher notre attaque réaction. Faut faire vraiment attention à ça, hein. Ça casse les maths. Cette carte dont on a parlé dans l'introduction, et là je l'ai pas respecté au 3e tour de la partie, ça aurait pu très très mal se passer. Donc là on passe quelques points, on a un Ring of Roses, notre adversaire joue une carte qui dit plus 2 à Dawnblade, et quand elle touche ça pioche, et une autre carte qui dit plus 3, donc on a attaqué à 8, on hit, je draw. Néanmoins elle a pas go again. Donc là il y a plusieurs possibilités. Soit on bloque avec tout, ce qui bloque que 11, sachant que notre adversaire a 2 cartes en main. Soit on bloque pas, et comme le tour d'avant on prend les 8. Voilà, bon là on va prendre 10. Si on avait bloqué 11, peut-être que ce serait passé, mais pas sûr, parce que si c'est une AR à 3, vu que le tour d'avant on a bloqué 6 et notre adversaire à Arsenal est passé, c'est sûrement une AR à 3. Et il a déjà un pitch disponible pour sa deuxième attaque de Dawnblade. Donc là on bloque pas, on prend 10. Il doit claquer ses bottes, donc les bottes permettent de donner go again à une attaque qui a touché. Ça au moins c'est passé.
Il aura plus cette possibilité plus tard, et il nous rattaque avec une Steel Blade du coup qui a 3 plus 2 de la première carte qu'il a jouée et plus 2 du Blade Fury, donc une 7 qui doit absolument pas toucher. Sachant qu'il a, il a 2 cartes. Donc là, ça peut être un plus 6. Si c'est un plus 6, ben, on n'a pas vraiment de solution à part peut-être mettre tout notre équipement. J'ai pas trop envie de faire ça. Là, ce que je préfère, c'est tourner autour d'un plus 4, donc un Steel Blade Singing Steel Blade qui irait chercher une autre attaque-réaction. Voilà, clairement, ça peut très mal se passer. Hein. Néanmoins, si on mettait on aurait pu mettre notre Tealing, on aurait dû mettre notre Tealing d'ailleurs, notre Cadavros Tealing pour faire 12 et pour couvrir le potentiel plus 6. Là, voilà, si notre adversaire avait encore un autre plus 3, là encore on faisait l'avion. Donc on voit tout de suite la difficulté de jouer contre Dorinthea. Je vais mettre en pause quelques secondes. Dès que vous faites un choix de bloc qui n'est pas le bon, vous êtes instantanément puni, et vous allez être puni pour plusieurs tours jusqu'à ce que vous essayez de arriviez à reset la Dawnblade. Là on n'a pas été puni 2 fois de suite, tant mieux. Mais la partie pourrait être bien différente. Donc il aurait fallu mettre ce Cadavros Stealing pour au moins bloquer les plus 6. Là on s'est contenté de bloquer, de prévoir un plus 4. Ça a suffi, mais ça aurait pu être une catastrophe. Bon, nous on va Arsenal ce Cadavros Stealing. On a pris 2 gros coups là en 2 tours, mais il n'y a pas de compteur sur la Dawnblade. Il a claqué ses bottes. Ça va, on est dans la partie. Alors, notre adversaire pitch une Iron Song Determination. Là, un point important, quand Dawnblade attaque toute seule, donc sans go again de base, il est très important de ne pas bloquer. Enfin, en tout cas, de ne pas bloquer avec des cartes de sa main, parce que Dorinthea a une carte je ne sais plus son nom, c'est une bleue, qui a l'effet Reprise. Donc c'est une bleue qui donne Go Again, et Reprise, elle pioche une carte. Donc là, si on bloque 3, ok, on prend peut-être pas de dégâts, mais on pourrait avoir la bleue qui donne Go Again à l'arme, qui lui fait piocher une carte, donc sur mon attaque réaction, ça passe au-dessus, on a vraiment perdu sur tous les plans. Donc le mieux, c'est de dire, bah écoute, je vais prendre 3 ou 6 ou 9 et passer mon tour, quoi. Enfin, si t'as pas soit tu utilises ta carte et tu ne piocheras pas dessus, donc tu perds de la value. C'est vraiment une carte juste pour donner Go Again. Soit tu vas juste me faire une attaque boostée, je vais prendre des dégâts et ce sera la fin de ton tour, ce qui nous va bien, quoi. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe. Il joue un plus 3 et il passe son tour, il CP2, enfin il CP1, l'Arsenal, et il garde une carte en main, ce qui est génial pour nous. Nous en plus on a un bon tour pour répondre. Alors ce Cadavros Stealing qu'on n'a pas mis en bloc tout à l'heure, il nous sert strictement à rien. C'est une carte en fait qui fait que des dégâts là dans le match, alors qu'on a besoin de disrupt. Donc on va envoyer Splendor, c'est sûr à 100%. Notre adversaire a gardé 2 cartes en fin de tour, il a forcément un bon arsenal. Et en plus on avance dans notre plan de décompose, c'est ce qu'il faut faire. Et donc ce Cadavros Stealing, il aurait été clairement mieux à couvrir le scénario où notre adversaire avait le plus 6 tout à l'heure. Donc là on envoie un Plowender, on va utiliser notre donc on envoie un Plowender, on va utiliser notre Pulsing Laser en instant pour gagner un PV. C'est pas terrible, mais au moins ça nous permet d'avoir 3 cartes Earth dans notre cimetière pour pouvoir décomposer 3 cartes et passer à 5 et que le prochain décompose soit le bon pour que Verdant soit actif, surtout qu'on a un Ring of Rose, hein. Donc ça va nous permettre d'envoyer des pings, de regagner des PV, de renvoyer des pings, ce qui va à la fin vraiment taxer très fort les cartes de Dorinthea et nous permettre de remonter en PV et de vraiment tenir la race. Donc on a en plus une DR en arsenal, on en repioche une autre
Donc on a de quoi se protéger des blagues de Dorinthea ce tour-ci. Notre but c'est vraiment de renvoyer ce Felling of the Crown, de bloquer avec Plowender ou de Boon Carapace et potentiellement notre Sing Bello. L'adversaire attaque avec une Dot Blade sans Go Again à la base, on bloque pas. Voilà, il doit utiliser une carte juste pour donner Go Again à son arme. On a pris 3. 3 pour 2 cartes, hein. On prend Dunblade attaque. Donc là c'est simple, on met notre Plowender, on dit c'est bloqué, à toi, montre-nous de la magie. Là normalement on compte un plus 6, voire plus 7 si c'est Stinging Steel Blade. Et c'est Singing Steel Blade, je vais arriver à le dire à un moment. Avec une carte un peu particulière, Overpower, mais en fait qui va lui demander de pitcher 3 pour avoir un plus 4 et plus 2 sur Reprise, donc un plus 6. Ce qui revient un peu au même qu'utiliser 2 cartes, mais au moins il la sort de son deck, donc je trouve ça très intéressant là ce qu'il fait. Au moins il est sûr de ne pas le repiocher. Et on voit qu'il avait un Glint The Quicksilver aussi en main. Hein. Donc là c'est la carte dont on parlait tout à l'heure, la bleue qui fait Reprise, je pioche et Go Again. Enfin Go Again et Reprise, je pioche. Donc on a bien fait de tourner autour sur la première attaque. Là on envoie notre Sing Bello, on envoie notre Moon Carapace, on bloque 10, on aurait pu bloquer 11. C'est propre, voilà. On n'a pas pris de coup de Dunblade encore, pas de compteur. On est bas en PV, au 14-26, mais on a encore tout notre équipement. On n'est pas loin, maintenant là on va être actif avec Verdance, donc on va commencer à pouvoir utiliser nos cartes qui font des gains de PV et attaquer Dorinthea. Là effectivement il y a un écart de PV, mais quand on renvoie un Felling, qu'on s'active et qu'on a encore tout notre équipement, on est vraiment bien dans la partie, il faut pas paniquer. On a pris des gros coups parce qu'on ne pouvait pas faire autrement en début de partie. Là on va commencer à utiliser notre équipement, etc. Et à arriver dans la range très compliquée pour notre adversaire une fois qu'il sera en dessous des 9 PV à cause de nos bots. Donc là notre adversaire avec 2 cartes, deux cartes en main, enfin une seule carte pardon, et il utilise son vigueur pour attaquer avec Dunblade. On s'en fiche, hein, franchement. On laisse toucher, même si c'est un plus 3, on a pris 6, on est à 8, c'est pas très grave. On garde notre main, on va pouvoir faire renvoyer beaucoup de dégâts tout en remontant les PV. Ce qui est vraiment très fort. Par contre, on n'a rien qui va taxer la main de Dory. Donc il aura un tour à 5 cartes s'il décide de pas AB. Mais s'il décide de pas AB, on va lui mettre quand même 4 dégâts avec le Ring of Roses, 5 avec le Fruits of the Forest, et on aura gagné 5 PV, ce qui ferait qu'on serait à parité en termes de points de vie. Donc on est bien dans la game à ce moment-là. Mais ça va dépendre beaucoup quand même de son tour derrière. Un tour à 5 cartes, on a dit que ça peut être violent. Néanmoins, il va rester peu de tours quand même dans la partie. Il va rester vraiment très peu de tours dans la partie. Donc il faut... les compteurs sur la Dunblade vont être moins importants qu'en début de partie. Alors, on pourrait se permettre de laisser un compteur à Dunblade quand on sait qu'il va rester que 2 tours. On a encore notre DR en arsenal, donc on est vraiment bien sur cette partie. On a souvent eu les DR qui ont été bien répartis. C'est ce qu'on veut, avec des Felling, un petit Felling à 4 en début de partie, mais c'est très bien, ça enlève une carte. Donc notre adversaire joue Iron Song Determination, donc ça Dunblade à Dominate. Donc là Dominate c'est un peu embêtant. Dominate en sachant qu'il y a Reprise sur ses cartes, donc on n'a pas envie de mettre une carte. Là je pense que c'est vraiment le moment où on met on va laisser toucher celle-là, ça y a pas de souci. On prend 4, il doit utiliser une carte pour lui donner Go Again. Mais sur la deuxième attaque qui va venir du coup encore à 4 Dominate, clairement je pense qu'il faut mettre tout notre équipement. Voilà, on bloque 4. Il reste 2 cartes dans la main de notre adversaire, enfin une carte dans la main et une carte en arsenal, un de pitch. Et on va avoir une DR pour couvrir 4. Et puis si c'est 6, il aura un compteur. Il aura un compteur et puis tant pis. Nous on va pouvoir envoyer
potentiellement un E-Strike dans un E-Strike, donc 5 go again dans un Teeling. Ce qui est vraiment très fort, ce qui propose beaucoup de points. Et en bloquant juste avec notre équipement, on déclenche toujours pas le reprise. Et donc on peut potentiellement vraiment bloquer la main de l'adversaire s'il a que des boosts qui sont basés sur cette mécanique. On va essayer de sync le secours parce qu'on aimerait bien trouver un plow under ou notre troisième failing. Voilà, ça peut être mieux que ce Cadaverous Stealing. Bon, on enlève un secours, on repioche un secours, c'est pas grave, notre main est très bien. Hein. Qu'importe ce qu'on pioche, on peut faire E-Strike et mettre la nouvelle carte sous le deck dans Cadaverous Stealing. Donc c'est bien Stinging Steel Blade. On veut, finalement, on le laisse pas toucher. Ouais, on aurait pu laisser toucher et garder cette DR. Hein. Franchement, il prenait un compteur, mais ouais, je suis pas trop d'accord avec la décision que j'ai prise là. À mon avis, on aurait pu laisser toucher. Il prenait un compteur, mais on gardait notre DR. Ça se discute. Là, au moins, c'est vrai que la Dawnblade n'a pas de compteur, mais on a perdu de la value au final et une assurance pour les prochains tours. Bon, peut-être, je pense que je me suis dit qu'on allait envoyer vraiment beaucoup de dégâts et que la partie allait pas durer. Mais si c'est cette logique là que j'avais, au final ma décision est pas bonne. Parce que du coup, si on pense qu'il n'y a que 2 tours qui vont être joués, on s'en fout du compteur quoi, du coup. Et autant garder notre DR qui fera 4 de value à un moment. Donc on attaque avec ce E-Strike. Notre adversaire commence à bloquer. Donc là, il comprend que il faut pas passer en dessous des 9 PV à cause de la combo Storm Strider, une grosse attaque Arcane et Waning Moon. Mais néanmoins, s'il bloque, il fait rien en fait, il propose rien à son tour. Bon, il décide de lâcher sa main, qui avait l'air pas mauvaise pourtant. Et du coup, j'ai toute la tempo. Et Verdance qui a toute la tempo en fin de partie, ça peut vraiment être très compliqué pour notre adversaire. On va le gratter, on va essayer de le gratter avec ce Light Up the Leaves, lui faire perdre quelques PV. On n'en a pas utilisé beaucoup, là c'est ce que je suis en train de regarder dans le cimetière et la baniche. On a utilisé 2 spells pour l'instant à 6. Donc il nous en reste encore 3 avec celui qu'on est en train d'envoyer, enfin sans compter celui qu'on est en train d'envoyer. Donc il y a de fortes chances qu'on en repioche un dans les 2-3 prochains tours pour finir la partie. Voilà. Notre adversaire est à 9. Il décide de pas AB. Donc on gagne un PV. Avec Ring of Roses, on renvoie un ping. Notre adversaire décide toujours pas d'AB. Donc là il est à 8. On a repioché une Round Moon Carapace. On va la mettre tranquillement en arsenal pour éviter toutes les blagues. On pioche un Burn Bear. Donc là c'est simple, si notre adversaire utilise toute sa main, on claque nos bottes, on lui envoie 9 dégâts d'arcane. On a 2 DR pour le forcer à utiliser les cartes de sa main. Donc on va tranquillement laisser la Dawnblade nous attaquer. On s'en fiche, on est à 14, on peut passer à 9. Et mettre nos 2 DR sur la dernière attaque. Oui, on peut mettre Barskin, franchement. Pourquoi pas. Si on considère que la partie va se terminer. Alors là il y a 7 de dégâts, franchement faut les prendre. Faut les prendre, il n'y a aucune raison en fait de bloquer, parce que là on peut activer les reprises. Et du coup il peut donner Go Again à... Ah mais non, il y a Knight Valor, donc de toute façon il allait avoir Go Again. S'il touche, donc effectivement il vaut mieux aller bloquer. Et dire à notre adversaire, si tu lui donnes Go Again, il faut que tu utilises soit la carte de ta main, soit la carte qui est en arsenal. Et ta prochaine attaque sera ridicule. Bon, c'est un +3 parce qu'il a vraiment besoin de toucher. On claque nos bottes. Et on envoie 9 en arcane. Bon, notre adversaire a même pas attendu qu'on casse le spell. Donc on gagne cette game assez tranquillement en suivant notre plan de jeu initial. On a eu quand même sur les 2 premiers tours pas mal de chances que nos paris soient gagnants. S'ils avaient été perdants, la game aurait eu un tout autre visage. On a été payé, mais s'il y avait eu des compteurs aussi tôt dans la partie, ça aurait été compliqué. Donc on voit qu'il faut vraiment réfléchir
au mat possible et overblock quand c'est possible. Il faut vraiment éviter les points sur Dawnblade. Surtout quand on a une main qui renvoie rien. Il faut prendre des risques quand on a des mains qui vont renvoyer de la disrupt ou vraiment beaucoup de dégâts. Sur des mains, en tout début de partie, là, je prends un risque sur une main où je joue Ring of Roses et un coup de Waning Moon. Enfin, franchement, le coup de Waning Moon, on s'en fiche. Il fallait bloquer avec la carte qui m'a permis d'envoyer ce Waning Moon et pas prendre le risque. Voilà. Derrière, toujours penser à la mécanique de reprise, essayer de le limiter au maximum, de ne pas se faire punir. Donc on a vu dans la partie que souvent on a bloqué la deuxième attaque plutôt que la première. Ça c'est beaucoup plus simple entre guillemets et beaucoup plus compliqué pour Dorothea parce qu'on a toutes nos cartes en main, donc nous toutes nos possibilités globalement défensives. Lui il a dû investir du pitch dans ses attaques, trouver un moyen de donner go again à son arme sans bénéficier du reprise, ce qui complexifie sa vie. Néanmoins, si on se fait attraper sur la deuxième, il n'y a pas de... Là, il n'y a plus de filet de sécurité, il y a le bonus sur la Dawnblade et en avant. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a permis aux joueurs qui ne connaissaient pas Dorothea d'aborder ce héros et de comprendre ses mécaniques de base. Moi, je trouve que c'est un héros super intéressant et qui représente bien Flesh and Blood. C'est toujours très intéressant de jouer contre Dorothea. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous sur la prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Voilà, moi ça me donne de l'énergie pour la suite. Merci à tous et à bientôt.